Jeune prodige du théâtre contemporain français, Alexis Michalik s'est fait connaître avec Le Porteur d'Histoire. Sa pièce, Edmond, sur le créateur du célèbre Cyrano de Bergerac, a remporté 5 Molières. Son nouveau projet, Les Producteurs, est une adaptation en français de la comédie musicale de Mel Brooks, sortie au cinéma en 1967 et adaptée au théâtre en 2001. C'est la première fois qu'elle se joue en France. Ah, si j'étais un producteur, j'aurais des filles plein les bras. Ah, si j'étais un producteur, je dirais toi, 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 pas toi. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour. Après vos succès au théâtre, au cinéma, la publication d'un livre, vous montez une comédie musicale, et pas n'importe laquelle. The Producers, ou Les Producteurs, a eu un grand succès à Broadway, très primé. Donc, c'est un grand défi. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène ce spectacle pour sa première version française? C'est un grand défi, mais c'est surtout un grand plaisir, parce que moi, je rêve de monter des comédies musicales depuis toujours, enfin d'en monter une en tout cas, et de monter celle-là en particulier. J'ai grandi dans un environnement multiculturel avec ma mère qui était anglaise, et donc on avait plus l'habitude de voir des films britanniques et anglo-saxons, et donc des comédies musicales, Chantons sous la pluie, West Side Story, etc. Et Les Producteurs, je l'ai découvert par la version de 2005 du film, avec Nathan Lane et Matthew Broderick. Et je me suis dit, ah, ça doit être incroyable cette comédie musicale sur scène. Et puis, heureusement pour moi, personne ne l'a montée à Paris. Et il y a un an ou deux, quand Laurent Bentata et Eric Lousteau de Stage Entertainment sont venus me dire « Tiens, est-ce que tu n'aurais pas un rêve de comédie musicale ?» Je leur ai dit « Ah si, moi j'adorais faire Les Producteurs. » Et ils m'ont dit bah, « Nous, ça fait 10 ans qu'on a envie de le faire. » Et donc on s'est dit bon, bah, y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et on a pris les droits, et on s'est dit ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une troupe d'acteurs sans tête d'affiche, mais juste avec les meilleurs acteurs à chaque poste. Et on a fait un gros casting. On a vu 150 artistes en audition, et on en a gardé 16, les meilleurs donc. Et on retrouve un sens de l'humour très new-yorkais dans ce spectacle. Comment avez-vous abordé ça pour un public français? Ça a été assez facile en fait, parce que l'humour de Mel Brooks c'est quand même assez international et passe très bien en français. Pour 90%, on va dire. Et puis pour les 10% restants, qui étaient des gags un peu plus juifs new-yorkais, avec des références très ciblées vers Broadway, et que nous, on n'aurait pas forcément, on l'a adapté à quelque chose, soit qui était encore américain, mais dont on aurait la référence, soit qui était français. Donc on a évidemment les Tony Awards, c'est devenu les Molières, le Off-Broadway qui est difficile à comprendre pour nous, c'est devenu, on dirait, Avignon. Et je crois que vous avez même parlé avec Mel Brooks pour ces modifications? Ouais, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, et puis on a parlé de plein de choses. Quand il a compris que je ne voulais pas du tout trahir son œuvre, et qu'au contraire, j'avais envie d'être très fidèle à ce qu'il avait fait, mais en l'adaptant à un public français, et déjà il a été soulagé. Et quand je lui ai dit voilà, ce que j'aimerais, c'est couper 2-3 petites choses, et principalement une chanson qui est Betrayed de la dernière partie, parce qu'elle ne faisait pas particulièrement avancer l'intrigue, et que c'était vraiment une chanson qui est faite pour une star de Broadway. Et comme on n'a pas de star de Broadway dans le spectacle, ça n'avait pas trop de sens. Une grande partie de l'humour des producteurs repose sur un événement qui n'a rien de drôle, la Deuxième Guerre mondiale. Le contexte historique est très différent des deux côtés de l'Atlantique. Les Américains qui se battaient avec les Alliés contre le régime nazi, et la France, elle, était occupée. Pensez-vous qu'un tel spectacle qui parle de ça serait forcément reçu de manière différente ici en France? Je pense que de ce côté-là, de ce point de vue-là, si c'est drôle, si ça marche, ça marchera partout. Moi, là où c'est encore plus impressionnant, c'est que la première version de son film, en 67, c'est 20 ans après la guerre. C'est un peu comme si aujourd'hui, Mel Brooks faisait une comédie musicale sur Oussama Ben Laden et les Twin Towers, quoi. Donc c'est ça qui était vraiment très fort pour l'époque. Aujourd'hui, on a quand même 70 ans de recul par rapport au nazisme. Donc c'est pas ça qui serait le plus choquant pour un public français. J'étais plus inquiet de ce que ça donnerait disons, l'humour de Mel Brooks, sa vision des femmes, enfin, les personnages féminins, les personnages du couple gay. Mais comme c'est placé dans un contexte de la fin des années 50, historique, en costume, et que voilà, on leur dit voilà, c'est cette époque-là, et que ces personnages sont tellement outranciers, et tellement fous qu'on finit par les aimer aussi, l'humour passe. Et puis en plus,
c'est quelle meilleure manière de dénoncer quelque chose de rétrograde qu'en en le ridiculisant en quelque sorte. Une chose qui n'a pas changé dans le monde du spectacle en 50 ans, c'est la précarité du milieu. Chaque production est un pari, en quelque sorte. Le secteur a traversé une période extrêmement compliquée avec la pandémie. À votre avis, quelles seront les conséquences dans les années à venir? De la pandémie ? On a eu la chance en France, pour le coup, d'avoir l'État qui nous a beaucoup aidés, qui a soutenu les artistes, qui a soutenu les théâtres, qui a soutenu le système culturel, le monde culturel dans son ensemble. Donc, ce qui a été difficile, ça a été surtout cette espèce de pause, de hiatus de un an et demi pour tous les artistes. Mais en soi, on est toujours là à jouer. Et en plus de ça, il y a un métier où on a l'habitude d'être un peu entre deux rôles et d'être dans l'attente et de prendre son mal en patience. C'est bien le métier d'artiste-interprète. Je ne pense pas que ça aura un impact phénoménal sur la suite. Je pense que le fait que les gens se pressent pour voir les producteurs montre quelque chose, c'est que ça a donné aux spectateurs une réelle envie de rêver, de rire, de se changer les idées. Votre pièce, Edmond, est à l'affiche depuis 5 ans. Ça a connu un énorme succès. Pour vous, quel est le secret de la réussite de cette pièce ? Un peu comme toutes les autres pièces que j'ai montées et qui sont toujours à l'affiche, qui n'ont pas de tête d'affiche, ça, on va dire que c'est la constante qui permet d'avoir des spectacles qui restent à l'affiche. Parce que quand il y a une tête d'affiche, en fait, il va jouer 6 mois et après, il va s'arrêter. Là, effectivement, quand il y a des équipes d'artistes moins connus, eux sont très contents d'avoir du boulot pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus. Ensuite, je pense que ce qui fait la différence, c'est aussi qu'en France, on a envie d'un théâtre narratif. Comme on regarde des séries ou comme on regarde des films, on vient pour l'histoire et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose au théâtre. Donc moi, je mets tout toujours au service de l'histoire, quand j'écris en tout cas, et j'essaye de rendre mes spectacles dénués d'ennui, et puis justement de créer cette troupe d'acteurs dont les rôles sont équivalents et dont on se souvient de chacun, parce que chacun à tour de rôle, ils vont être le rôle principal du spectacle. Dans une chanson des producteurs, il y a cette phrase « Le théâtre doit rendre heureux ». C'est sa principale vocation, à votre avis, ou ce n'est pas un constat un peu polémique dans le milieu artistique ? C'est les personnages qui disent ça. Évidemment, eux, ils ont une vision du théâtre très joyeuse, très gaie. Mais j'aurais pas cette vision aussi simpliste que ça, mais je pense quand même que quand on sort d'un film, d'une histoire, on a envie de sentir quelque chose d'agréable. Si on en sort plombé, c'est dur, quoi. Je veux dire, on peut traiter de sujets durs, mais sans étouffer complètement l'espoir, quoi. On parle de comédie musicale et un géant du genre, Stephen Sondheim, vient de disparaître aux États-Unis. Et à ce moment-là, on a vu à quel point il était apprécié, reconnu. Mais c'est difficile à imaginer le même scénario ici en France. Les comédies musicales n'ont pas le même poids culturel. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, je pense que principalement, c'est surtout l'économie de la comédie musicale qui, aux États-Unis, est un secteur énorme. Ils ont des théâtres dédiés à la comédie musicale, des bateaux qui font 2000 places, ce qu'on n'a pas en France. On n'a pas non plus des réserves de publics internationaux, parce que les gens qui vont voir les comédies musicales, ça va être les touristes, ça va être un peu le monde entier. En France, les touristes étrangers ne viennent pas voir du théâtre en français, puisque déjà il y a la barrière de la langue. Ensuite, on n'a pas non plus cette culture, donc on n'a pas pris cette habitude-là. On a une culture théâtrale très forte, on a beaucoup de créations, on a beaucoup d'aide de l'État, on a un théâtre subventionné très fort, un théâtre privé aussi également. On a des tournées, on a une décentralisation, on a des théâtres dans chaque ville. Donc on a de la chance, mais en revanche, on n'a évidemment pas la même culture que vont avoir les Américains et les Anglais aussi à Londres, avec vraiment cet amour de la comédie musicale et cette habitude de la comédie musicale. Et Steven Spielberg vient de sortir un remake de West Side Story, vous l'avez déjà cité. Donc ça vous dirait une adaptation française ? De West Side Story, en français ? Je pense que pour moi, ça a un intérêt si ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire, West Side Story, on connaît le film par cœur. Tout le monde connaît West Side Story en France. En plus, Spielberg sort un remake, donc forcément, tout le monde va aller le voir. Les producteurs, ce qui m'intéressait, c'est que
c'est que peu de gens avaient vu le film adapté de la comédie musicale, vraiment très peu de gens, et que beaucoup de gens en France n'ont pas vu le film original de Mel Brooks, qui date quand même de 67, donc toute une génération n'y a pas eu accès. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que la comédie musicale n'avait jamais existé ici sur les scènes parisiennes, et que la majeure partie du public qui vient voir les producteurs ne sait pas de quoi ça va parler. Donc, ils le découvrent dans la salle et c'est ça que j'aime. Et finalement, dans les producteurs, vous vous moquez gentiment du milieu du showbiz, des gens du spectacle avec leurs superstitions. On ne dit jamais bonne chance, on dit merde, etc. Break a leg. Et vous avez des rituels, des superstitions avant une représentation? On a des rituels avant une représentation, on a des rituels à la première surtout, on se dit merde, on se prend dans les bras, chacun a ses petits rituels, c'est souvent des trucs qui naissent en répétition. Et puis il y a un truc qui est génial, c'est à la première, on s'offre des cadeaux en France. Et c'est pas comme ça partout. Et là, comme ils sont 16 comédiens et évidemment encore plus de techniciens, etc., et de chefs de poste, c'était vraiment Noël dans les loges du Théâtre de Paris. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le théâtre qui tiennent de la religion athée. Donc, c'est-à-dire, il y a plein de rites. On célèbre la 100e, on célèbre la première, évidemment. On a un nom pour les précédentes. Il y a plein de petites superstitions. On n'a pas le droit de dire certains mots, etc. C'est très agréable de faire partie de ce monde et d'en connaître toutes les subtilités. Alexis Michalik, merci beaucoup. Merci.